Nous sommes au beau milieu du 19e siècle. Là se trouve un jeune mousse vendéen qui s'appelle Narcisse Pelletier et qui est alors âgé de 14 ans. Mais ce pauvre petit se retrouve abandonné sur une côte au nord-est de l'Australie suite au naufrage du navire sur lequel il a embarqué. C'est donc pendant 17 ans que Narcisse Pelletier va partager la vie d'une tribu aborigène jusqu'à ce qu'un navire anglais le retrouve et le ramène en France, pays qu'il a vu naître, qui va le voir mourir, mais surtout pays qui le surnommera toute sa vie, le Sauvage Blanc. Narcisse va avoir une enfance un peu particulière. Né le 2 janvier 1844 à Saint-Gilles-sur-Vie, à ne pas confondre avec Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui est l'union de deux communes, Saint-Gilles-sur-Vie et Croix-de-Vie. Il va partager son temps entre le foyer domestique, lieu où il reçoit l'éducation familiale, et l'école communale où l'instruction primaire lui est enseignée. Malheureusement, l'école n'est pas faite pour lui, puisqu'il sera exclu le 10 octobre 1854 pour cause d'insubordination et d'insolence. Bon, le petit pote là, il a 10 ans, je vous rappelle, donc il a quand même un sacré caractère. D'ailleurs, son frère Élie est exclu 11 jours plus tard, donc autant vous dire que les frères Pelletier n'ont pas laissé un souvenir incroyable à leur instituteur. Bon, notre petit Narcisse là, il va se retrouver assez rapidement à devoir choisir une voie professionnelle, et alors que son frère va se diriger vers la suite de son père et donc vers le métier de cordonnier, eh bien lui, il décide de suivre la voie maternelle et se dirige vers le métier de marin, car la famille du côté de sa mère est composée de marins, pêcheurs et toute autre profession permettant de voguer vers les mers et les océans. Donc il va commencer ses premières saisons de pêche à l'âge de 8 ans. On est dans un contexte où le travail commence tôt et il va s'engager comme ça sur des bateaux qui vont conduire petit à petit de plus en plus loin de la Vendée natale jusqu'au moment où il se retrouve sur un bateau du nom de la Reine des Mers qui se dirige vers les côtes balkaniques et là, bam, il prend un coup de couteau de la part du second et c'est la fin. Non, je plaisante, mais c'est chaud quand même, il a 12 ans à ce moment. Faut rappeler qu'être mousse au 19e, c'est pas simple. Faut pas avoir peur de se faire tabasser parce qu'on a mal lavé le pont. Après un tel acte de brutalité, il est impossible pour le jeune Narcisse de rester à bord de ce navire dont l'équipage est si odieux. Il quitte donc l'équipage de la Reine des Mers pour rejoindre celui du Saint-Paul, un 3-mâts commandé par le capitaine Pinard. Je vous vois venir, vous, avec les jeux de mots, là. Il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein, il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. Évidemment, à ce moment, il était loin de s'imaginer qu'il partait pour un voyage de 17 années. Le navire prend la direction de l'Inde pour livrer du vin à Bombay. Une fois la ville atteinte, il fait voile pour Hong Kong afin de remplir une mission d'une toute autre nature. Les mines d'or de Sydney sont pour les Anglais une source de grande richesse, mais les bras manquent pour cette exploitation et c'est à la Chine qu'ils en demandent. L'esclavage est en train d'être réduit ou en tout cas est terminé pour l'Australie, puisque le 26 juillet 1833 à Londres, la Chambre des communes vote une loi pour l'abolition progressive de l'esclavage dans toutes les colonies britanniques. On a donc besoin de main d'œuvre et plutôt que d'avoir à payer une main d'œuvre trop chère, on va chercher de la main d'œuvre en Chine qu'on sait qu'on ne paiera pas très cher et qui permettra de pouvoir continuer à faire fonctionner les mines d'or. Dire que ça n'a toujours pas changé aujourd'hui, ça me désole. Pour cette opération, il a fallu pas moins de 1 mois. Autant de jours pendant lesquels Narcisse est resté à bord sans jamais poser pied à terre. Donc c'est pas moins de 317 coolies, c'est le nom qu'on donne aux travailleurs qui vont être recrutés et entassés les uns sur les autres. Le voyage, alors pourtant finement calculé, se heurte à un problème de taille. Il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde et ils sont donc obligés de rationner leurs provisions au grand mécontentement des coolies. Et donc, pour éviter la révolte, le capitaine décide de changer de route et de prendre une route plus dangereuse. Parce que, initialement, la route que devait être prise contournait l'ensemble des îles entre les îles Salomon et les îles de Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour rejoindre l'Australie et pouvoir arriver dans de bonnes conditions. Le capitaine décide donc de passer à travers les îles et l'archipel de la Louisiade et de rejoindre l'Australie plus directement grâce à un trajet plus court, mais évidemment plus dangereux. Et puisqu'une mauvaise nouvelle ne vient jamais sans une autre, l'équipage fait face à un temps changeant
Au calme avaient succédé de grosses vagues et un épais brouillard enveloppait le Saint-Paul, empêchant le capitaine de voir le soleil pendant plus de 3 jours. Et un capitaine qui ne voit pas où il se dirige n'augure rien de bon. Alors qu'il croyait avoir dépassé l'archipel de la Wilsiade, le navire vient se heurter contre un banc de corail situé près de l'île de Rossel, elle qui fait partie de l'archipel. Alors on pourrait se dire que c'est super, ils sont sur une île paradisiaque, un petit cocktail, une petite baignade, et c'est parti, mais on est au 19e, et les îles ne sont pas très hospitalières. L'îlot n'est pas très grand et les seules ressources qui s'y trouvent sont des coquillages, donc pas de quoi se nourrir ou trouver de l'eau potable. Il décide donc de tout faire pour remettre le bateau échoué à l'eau, mais c'est un échec. Et durant la nuit, le bateau se brise, laissant derrière lui que peu de ressources. On trouve des barils de farine réduits en pâte par l'eau de mer, de la viande salée et des boîtes de conserve. Mais pas de quoi tenir longtemps et quelques fusils qui ont eux aussi été immergés et donc difficile à utiliser. En face de cet îlot se trouve donc l'île Rossel, une île de la Mélanésie, c'est-à-dire qu'il se trouvait en présence des peuplades les plus inhospitalières du monde. Et cette peuplade, elle va se rendre compte de ce qu'il se passe. Ils voient le bateau en partie s'échouer, ils vont aller au-devant de ces naufragés, d'abord en leur apportant des noix de coco. Là on peut se dire que c'est cool, que les autochtones sont sympas, mais ne vous faites pas avoir. Sûrement animés par la peur de voir ces personnes jusqu'alors inconnues, les autochtones attaquent les malheureux restés à terre suite au naufrage, dont notre Narcisse. Équipés seulement d'armes rudimentaires, ils massacrent les individus restants. Seuls Narcisse et un autre homme réussirent à s'échapper. Ils se précipitent dans l'eau et Narcisse prend une pierre dans la tête. Le capitaine, qui est parti apporter de l'eau aux coulisses et qui se trouve sur une île au voisin, arrive tel un héros et sort Narcisse de cet enfer. Ils arrivent donc tous sur l'îlot des coulisses sans être accompagnés des autres marins du campement, au grand étonnement des coulisses qui ne comprennent pas quel était leur triste sort. Les autochtones, sûrement galvanisés par ce premier succès et salivant déjà de leur futur repas, car oui, ils étaient cannibales, ils s'avancent contre l'îlot à tel point que Narcisse écrit que la mer en était toute noire. Malheureusement pour eux, et heureusement pour nos naufragés, le repas ne sera pas pour ce soir. Les marins s'arment de leurs fusils et tirent à vue, ce qui terrorise les autochtones qui fuient. Mais c'est un repos de courte durée puisque les autochtones sont toujours là à attendre et le manque de nourriture est toujours présent. Une seule solution se présente au capitaine, fuir et laisser les coulisses temporairement pour retrouver les possessions anglaises proches et revenir sauver tout le monde. Si le capitaine prétend que c'est une décision qui a été prise de façon collective avec les coulisses, le récit de Narcisse en est tout autre. Selon lui, ils sont partis en douce la nuit et lui-même ne devait pas être du voyage puisqu'il avait été blessé lors de la précédente rencontre avec les autochtones. Sauf qu'il a vu la chaloupe prendre le large et il a commencé à courir pour les rattraper. Donc l'équipage a certainement pris Narcisse pour éviter qu'il ne hurle et réveille tout le monde, ce qui aurait évidemment compromis leur fuite pour sauver leur peau. Ils vont donc partir en pleine mer avec très peu de ressources pour un périple de 1200 km. Quant aux coulisses laissées sur place, on sait grâce à une expédition menée plus de 3 mois plus tard par le capitaine Pinard, dans le but de les retrouver, qu'ils ont presque tous été tués par les autochtones. Seuls 5 individus, alors adoptés par des chefs, ont échappé à la mort. Les coulisses ont fini par tomber à court de ressources, ce qui les ont contraints à accepter le marchandage envers les autochtones. Ils les emmenaient entre 3 et 4 coulisses et lorsque leurs camarades ne pouvaient plus voir ni entendre ce qu'il se passait, ils massacraient les coulisses. Mais ils ne les massacraient pas par soif macabre, non. Ils les tuaient pour les manger et pour que la chair soit plus tendre et succulente, ils les tuaient à coups de bâton, minçant ainsi de cette façon toutes les parties du corps. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger et si c'est le cas, bon appétit. Malgré cette expédition menée dans le but de sauver les rescapés, tous les coulisses sont morts faute à une négociation impossible avec les autochtones et une envie de la part du capitaine Pinard de venger tous ceux morts dans d'horribles souffrances avant d'être dévorés. Et pendant que les coulisses luttaient pour leur vie, l'équipage, lui, maintenant réduit au nombre de 9, s'aventurait vers les terres australiennes jusqu'à arriver après 12 jours de navigation à Cap Direction et non pas Clap Fattery comme semble le pensait le capitaine Pinard. C'est donc sur cette pointe du nord-est de l'Australie qu'ils partent à la recherche de vivres, mais surtout d'eau potable avec la crainte de croiser des populations locales au vu de la précédente expérience qu'ils ont eue. Ils vont bien trouver un peu d'eau, mais ce ne sera pas très concluant. Narcisse étant blessé à la tête, il ralentit l'équipage, alors le capitaine lui dit de rester là, qu'ils vont chercher des fruits et qu'ils le prendront sur le chemin du retour. Alors on ne sait pas si c'est volontaire ou si c'est le fruit d'une incompréhension, mais Narcisse ne sera jamais récupéré. On imagine très bien ce qu'il a pu ressentir à ce moment.
Est-ce qu'il allait mourir de faim et de soif? Allait-il devenir la proie de bêtes sauvages? Ou pire, allait-il être dévoré par les autochtones? Pour rappel, Narcisse il a que 15 ans à ce moment. Moi, à son âge, je jouais à Kingdom Hearts. Ne sachant ni quoi faire ni où aller, il décide de suivre les pas des aborigènes. Alors, à partir de ce moment, on va parler d'aborigènes. Ce mot étant très souvent employé pour parler des aborigènes d'Océanie ou, évidemment, puisqu'on y est, d'Australie. Il poursuit donc sa route sur le chemin jusqu'à tomber sur 3 femmes qui prennent la fuite lorsqu'elles le voient. Les maris de ces femmes, alertés par cette découverte, partent à la rencontre de cet homme étrange. Une demi-heure après, Narcisse entend des hommes arriver, ils sont armés de lances et semblent hésiter à s'approcher de lui. Voyant qu'il est dans un piteux état, ils avancent prudemment. Narcisse cherche à ce moment à faire comprendre qu'il meurt de faim et de soif, et en gage d'amitié, il offre une coupe en fer blanc à l'un des individus et un mouchoir blanc à l'autre. À partir de ce moment, une alliance est faite et les aborigènes lui donnent de l'eau et lui tendent la main pour l'aider à marcher. Une fois arrivés au camp des 2 aborigènes, les femmes aperçues précédemment sont effrayées par la vue d'un visage si différent. Sans la garantie des 2 hommes que Narcisse n'était pas en danger, elles auraient fui dans la forêt. Narcisse étant à bout de force, les aborigènes lui donnent des fruits à manger, dont des cocos que Narcisse ne parvient pas à digérer, son estomac étant fatigué. Les aborigènes partent donc chercher des fruits que le jeune garçon pourra digérer. Une fois l'estomac rempli de quelques fruits, Narcisse s'endort aux côtés des aborigènes, mais à son réveil, plus personne, disparu. À cet instant, il imagine les pires choses, les aborigènes l'avaient-ils abandonné à son sort, ou pire, allait-il revenir pour le dévorer, mais rien de tout ceci. Les aborigènes étaient finalement partis très tôt pour chercher des fruits que Narcisse pouvait consommer au vu de son état. Un des aborigènes, Mademan, alors je sais pas du tout si je le prononce bien, mais on va dire que c'est ça, lui, il avait pas de famille, donc il décide d'adopter Narcisse et de lui donner un nom, Amglo. Mademan doit s'absenter quelques jours pour informer sa tribu de l'adoption de Narcisse. À son retour, notre mousse préféré avait repris des forces et tous se mettent en route pour rejoindre la tribu. À leur arrivée, les femmes et les enfants qui n'avaient encore jamais vu d'homme blanc, ils sont terrorisés. Toutefois, après quelques instants, la curiosité prend le pas sur la peur et les aborigènes commencent à s'approcher. Peu à peu, il prend toutes les habitudes des aborigènes à tel point que la seule chose qui les différencie est la couleur de peau. Ah oui, il est tout blanc le gaillard quand même. Narcisse va donc disparaître au profit de Amglo, citoyen de la tribu de Orantala. Cette tribu ne comporte guère plus de 30 individus, et tous sont égaux entre eux. Il n'y a ni caste, ni hiérarchie sociale, ni chef. Si la tribu possède un territoire commun, la propriété individuelle n'existe pas. En gros, tu prends ce que tu veux sans que personne te dise quoi que ce soit. Narcisse explique tout le fonctionnement de cette société, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Par contre, si jamais vous voulez en savoir plus sur les aborigènes et leurs coutumes, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je vous ferai une petite vidéo dessus. Nous, on se retrouve 17 ans plus tard, plus précisément le 11 avril 1875, alors que le John Bell, un navire anglais, débarque sur les côtes abritant notre cher Narcisse. Si Narcisse n'a pas vu d'homme de son ethnie depuis longtemps, on sait néanmoins grâce à John McGillivray, un botaniste britannique qui a mené une expédition en 1860 pour rencontrer les Huantalanu, que Narcisse était présent lors de cette rencontre. Selon ses dires, un homme était assez clair de peau pour être un métis, mais il fuyait mon observation et partait dès lors que je souhaitais l'examiner de près. Les Anglais sont alors étonnés de voir un blanc en compagnie de cette tribu. Dans le but de créer une bonne entente, ils offrent toutes sortes de cadeaux, du tabac, des pipes, des biscuits, un couteau et un collier, et retournent à leur navire. Narcisse n'est pas serein. Il sent que quelque chose se trame. Les Anglais reviennent et font comprendre qu'il y a plein d'autres trésors à bord du navire, mais que c'est Narcisse qui doit venir les chercher. Alors que Narcisse refuse, Mademan, son père adoptif, l'oblige à y aller. Faut dire qu'avec l'offre qui était faite, les cadeaux en signe d'amitié et les merveilles qu'il s'imaginait, il était difficile de lui refuser. Toutefois, il explique à Narcisse que s'il sentait le moindre danger à bord du navire, il devait sauter par-dessus bord et nager le plus vite possible. Malheureusement, il avait à peine mis le pied à bord que ses craintes sont confirmées. Un homme, le revolver à la main, a signifié à Narcisse de ne pas bouger. Ils lui fournissent des vêtements adaptés à l'homme civilisé qu'il était censé être. Mais imaginez-vous, ça fait 17 ans que vous êtes dans la jungle, que vous baladez en slip là, et du jour au lendemain, on vous met pantalon et une chemise. Bon, du coup, notre Narcisse là, il se fait kidnapper par les Anglais, parce que oui, pour eux c'est une libération, mais pour Narcisse, bah c'est un kidnapping. C'est une séparation qui lui est terrible dans l'histoire de Narcisse. Son abandon et sa récupération sont deux événements tragiques. Ils sont aussi violents l'un que l'autre, car dans les deux cas, il est arraché à sa vie, et n'a pas la possibilité ni le temps
de faire ses adieux. D'autant plus que là, il a vécu plus longtemps avec les aborigènes qu'avec son ethnie d'origine. Il était très proche des personnes avec qui il vivait en communauté. Une hypothèse vient même dire qu'il avait une femme et des enfants, ce qui est tout à fait possible après 17 ans après tout. Donc Narcisse, il va essayer de se faire comprendre, d'expliquer qu'il ne veut pas partir, mais la barrière de la langue l'en empêche. Faut comprendre qu'avec ses années en compagnie des aborigènes, il en a oublié sa langue maternelle. Les Anglais d'ailleurs ne savent même pas de quelle origine il est, jusqu'au moment où il entend le mot Frenchman qui fait tilt dans son esprit. Il fait donc un signe de tête pour acquiescer et les Anglais prennent la direction de Somerset, au nord de l'Australie, avant que son rapatriement ne soit organisé vers Sydney, où il est attendu par le consulat de France qui a été prévenu qu'un Français avait été récupéré vivant parmi les aborigènes. On sait par contre, grâce au témoignage de Johnny Maori, présent à Somerset lors du passage de Narcisse, que celui-ci avait fait plusieurs tentatives d'évasion, car il voulait retourner avec le peuple aborigène qu'il avait secouru, et qu'il ne comprenait pas d'ailleurs cette étrange nouvelle vie. Le voilà donc parti pour Sydney, où il arrive le 25 mai 1875, et où il reste 38 jours en compagnie d'autres Français, ce qui lui rend la mémoire de sa langue natale. Narcisse part de Sydney pour aller à Nouméa, où il prendra le Jura, un navire militaire le 7 août 1875, qui va le rapatrier en France. Il arrivera le 13 décembre à Toulon, où un de ses frères vient le chercher. Arrivé en France, il n'a qu'un objectif, tuer celui qui l'a abandonné 17 ans plus tôt. Bon, arrivé à Paris, on lui explique qu'il ne peut pas tuer le capitaine, que c'est quelqu'un de respectable, et qu'on fait pas ça dans un pays civilisé. On lui propose donc un poste en tant que gardien de phare à Saint-Nazaire. Il n'arrivera à Saint-Gilles-Croix-de-Vie que le 2 janvier 1876, après plusieurs mois de voyage. Une fois arrivé à Saint-Gilles, il est accueilli par ses parents. Bon, il faut imaginer que sa mère porte le deuil depuis des années. D'ailleurs, elle ne croyait à peine à ce retour jusqu'au moment de ses retrouvailles, qui sont fortes mais difficiles. Parce que l'homme qui revient a 32 ans quand il arrive à Saint-Gilles. C'est plus le petit jeune de 13 ans qu'ils ont connu. Il a forcément et énormément changé. Et pas seulement physiquement, il a surtout changé parce qu'il a intégré une culture qui n'est pas la même et qu'il faut se faire à cette différence-là. Quand il revient, il est considéré comme cannibale, quelqu'un de différent qui a vécu à l'état sauvage, un peu considéré comme une bête puisque c'est ça l'image qu'ont les occidentaux du monde autochtone à l'époque. Même si, entre nous, les mentalités n'ont pas vraiment évolué. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Amazonie. Ah oui, on dénonce ici, on dénonce, ouais. Pour fêter son retour, le village organise un grand feu de joie et Narcisse, il va se mettre à danser à la façon des aborigènes. Bon, là j'avoue, ça a dû faire quand même tout drôle au village. On a donc deux mondes qui se confrontent et pour Narcisse, la réintégration va être très difficile. Passé l'effervescence de son retour, Narcisse va être contraint de demander ce qu'il va faire de sa vie et qui il est vraiment. Et c'est sûrement une question qu'il va se poser toute sa vie, car le peu de personnes qui l'ont côtoyé parlaient d'une personne mélancolique qui fuyait le contact. Narcisse était tellement imprégné de cette culture qu'il a refusé de parler de son rite d'initiation. On pourrait se dire que c'est rien, mais laissez-moi vous expliquer. Il y a interdiction dans le rite aborigène de transmettre ce qui est fait dans le cadre du rite d'initiation. De par son refus de parler du rite, Narcisse montre qu'il est pleinement intégré parce qu'il a saisi que cette interdiction n'était pas seulement une obligation parce qu'il était dans le cadre de ce groupe, mais c'est une interdiction qui avait du sens au-delà du groupe même s'il n'était plus physiquement. Et d'ailleurs, point à noter, encore aujourd'hui, c'est un des seuls rites d'initiation dont on ne sait pas exactement toutes les étapes. Et moi, je trouve ça fou en fait, de se dire que de par son respect vis-à-vis de cette culture, on ne sache pas encore tous les secrets de ce groupe. Narcisse tentera tant bien que mal de s'acclimater, il va même se marier en octobre 1880 à l'âge de 36 ans avec Louise Mabillot, âgée de 22 ans. Il terminera sa vie en tant que gardien des signaux à Saint-Nazaire à l'âge de 50 ans, les médecins lui ayant diagnostiqué la neurasthénie. Autrement dit, il est mort de désespoir. J'aimerais terminer le récit de sa vie par cette phrase de Aristide Roger, publiée en 1875 dans le journal Illustré. Aujourd'hui encore, c'est avec regret que Narcisse parle de ses compagnons. Il a consenti à revenir en Europe, mais la vie civilisée ne lui inspire aucun enthousiasme. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était important pour moi de vous partager son histoire, car je pense qu'on est à un moment où dans nos civilisations, on se questionne quand même beaucoup, et sur la quête de sens déjà de nos sociétés, et du rapport à l'environnement. Pour le monde aborigène, chaque lieu est respecté car il porte la marque de quelque chose qui a vécu, mais aussi de quelque chose qui va vivre, et il est important de le respecter en tant que tel. Évidemment, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de liker la vidéo, et évidemment, de vous abonner. Je voulais vous dire merci. Merci d'être de plus en plus à me suivre dans cette aventure, et de vous intéresser à l'histoire de notre monde. Nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, tchou les petits loups!